30 secondes. C'est tout ce qu'il faut. 30 secondes pour qu'un missile volant Hamak découvre la distance entre un lanceur dans l'ouest de l'Iran et un terminal de carburant sur la côte israélienne. 30 secondes et 6 milliards de dollars d'infrastructures cessent simplement d'exister. 30 secondes. Et le réseau de défense aérienne le plus coûteux jamais assemblé par des mains humaines est révélé comme incomplet. 30 secondes et les règles qui ont gouverné la guerre au Moyen-Orient pendant 40 ans sont réécrites dans le feu. Vous regardez cette vidéo parce que vous avez senti que quelque chose a fondamentalement changé. Pas seulement un autre titre, pas seulement une autre déclaration diplomatique. Quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne peut pas être défait. Et vous avez raison. Ce qui s'est passé au-dessus de Haïfa dans la nuit du 26 avril n'est pas une histoire qui se termine avec des évaluations de dégâts et des conférences de presse. C'est une histoire qui ne fait que commencer. Et les gens qui écrivent cette histoire à Washington, à Tel Aviv, à Pékin et à Moscou agissent avec une peur qu'ils ne nommeront pas publiquement, parce que la nommer la rendrait réelle. Alors, permettez-moi de la nommer pour eux. La peur est celle-ci. Une puissance régionale soumise à 40 ans d'étranglement économique, coupée de la technologie occidentale, privée d'accès au système bancaire mondial, surveillée par des satellites et traquée par des assassins, a discrètement construit quelque chose. Quelque chose que l'alliance militaire la plus puissante de l'histoire humaine n'a pas pu arrêter la nuit où cela a été utilisé. Pas une fois, pas 2 fois. 28 fois sur 40 tentatives, des missiles ont traversé un système de défense multicouche qui a coûté plus cher à construire que le PIB entier de nombreuses nations. 28 fois, une arme conçue sous sanction et assemblée dans des usines souterraines par des ingénieurs dont les collègues ont été assassinés pour leur savoir a tout de même atteint sa cible. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une anomalie isolée. C'est le produit d'une décision prise il y a des décennies. La décision de ne faire confiance à personne, de tout construire soi-même et de continuer à construire jusqu'à ce que ce qui a été construit ne puisse plus être arrêté. Et voici ce qui rend ce moment différent de tous les autres événements militaires des 20 dernières années. Les gens qui étaient censés l'empêcher avaient le meilleur équipement que l'argent pouvait acheter. Ils avaient des satellites d'alerte précoce, ils avaient des destroyers américains en mer, ils avaient plusieurs batteries de défense superposées, testées au combat et modernisées, ils avaient tout ce que la doctrine disait qu'il leur fallait, et la doctrine a échoué. Pas parce que les soldats étaient incompétents, pas parce que l'équipement était défectueux, mais parce que l'attaque avait été conçue dès le départ pour rendre la doctrine inutile. 40 missiles en 3 vagues. Trajectoire mixte, ogive leurre, brouillage électronique, manœuvrabilité en phase terminale. Aucun de ces éléments n'est nouveau pris isolément. Mais la combinaison, le synchronisme précis, la planification opérationnelle derrière l'exécution de cette frappe cette nuit-là, cela c'est nouveau. Et cela a fonctionné. Et maintenant, la question qui résonne dans chaque ministère de la défense de la planète est simple et terrifiante. Si cela a fonctionné une fois, qu'est-ce qui empêche exactement que cela fonctionne encore ? Nous allons répondre pleinement à cette question ce soir, parce que la véritable histoire derrière Haïfa n'est pas la technologie des missiles, même si nous allons l'examiner en profondeur. La véritable histoire, c'est ce que ce moment révèle sur le monde dans lequel nous vivons, réellement, par opposition au monde dans lequel on nous avait dit que nous vivions. Pendant 30 ans après la guerre froide, l'ordre mondial reposait sur une seule hypothèse. La puissance militaire américaine était écrasante, supérieure sur le plan technologique et capable de punir tout adversaire avec une force dévastatrice. Une puissance si dominante qu'aucun acteur rationnel n'oserait jamais la défier directement de manière sérieuse. Cette hypothèse a façonné chaque alliance, chaque contrat d'armement, chaque négociation diplomatique, chaque sanction économique depuis 1991. Retirer cette hypothèse et toute l'architecture de la sécurité mondiale commence à prendre une apparence très différente. Et dans la nuit du 26 avril, cette hypothèse a été testée à grande échelle, en public, avec les caméras qui tournaient et le monde entier qui regardait. Les résultats brûlent maintenant dans le port de Haïfa. Parlons de ce qu'est réellement le missile Ghadar.
parce que la couverture médiatique dominante l'a traité comme une curiosité, un saut technologique inattendu venant d'un pays qui était censé être écrasé sous le poids de son propre isolement. Ce cadrage passe complètement à côté de l'essentiel. Le Gader n'est pas une surprise. C'est le résultat prévisible d'un programme de 40 ans d'autonomie forcée. Quand vous coupez une nation de l'économie mondiale, quand vous lui refusez l'accès aux composants étrangers et à l'expertise étrangère, vous créez l'un de deux résultats. Soit la nation se brise, soit elle construit. L'Iran a construit. Le Gader mesure 16 mètres de haut et pèse 19 tonnes au lancement. Il peut transporter une ogive allant jusqu'à 1000 kg sur une portée de 2000 km. Mais sa caractéristique la plus dangereuse n'est pas sa taille ni sa portée. C'est son comportement dans les dernières secondes du vol. À Mach 10 en phase terminale, les variantes modernes de ce missile peuvent exécuter des manœuvres d'évitement. Pas des esquives spectaculaires dignes d'un film, mais de subtiles déviations calculées par rapport à la trajectoire de vol prévue. Des déviations suffisantes pour faire rater un intercepteur de type hit to kill, c'est à dire un intercepteur qui doit entrer physiquement en collision avec l'ogive entrante, de la marge qui compte. Combinez cela avec une erreur circulaire probable que les ingénieurs iraniens situent maintenant entre 30 et 50 mètres, et vous obtenez une arme à la fois difficile à arrêter et assez précise pour détruire ce qu'elle vise. Une arme construite sous sanction avec des scientifiques assassinés dans des usines souterraines par un pays à qui l'on avait répété qu'il était trop isolé pour accomplir précisément cela. Maintenant, c'est ici que l'analyse devient inconfortable pour les appareils de défense occidentaux. Et l'inconfortable, c'est exactement là où nous devons aller ce soir. Les systèmes Arrow 2 et Arrow 3, qui étaient censés intercepter des missiles balistiques à haute altitude et même à portée exo-atmosphérique, ne sont pas de mauvais systèmes. Ils sont réellement sophistiqués, mais ils ont été conçus et évalués contre un certain modèle de menace, un certain nombre de missiles entrants simultanés, un certain niveau de manœuvre, un certain environnement de guerre électronique. Ce qui s'est produit le 26 avril n'était pas ce modèle de menace. C'était au-delà de ce modèle de menace. 40 missiles arrivant en vagues décalées avec des types d'ogives mixtes, certains volant sur des trajectoires abaissées pour réduire le temps de détection radar, d'autres volant sur des trajectoires en cloche pour maximiser la confusion, le tout avec un brouillage électronique réduisant la fidélité radar dans des fenêtres critiques d'engagement. C'est ce que les planificateurs militaires appellent une attaque par saturation, et sa logique fondamentale est brutale dans sa simplicité. Chaque système de défense a un plafond de capacité. Si vous pouvez générer assez de menaces simultanées pour dépasser ce plafond, un certain pourcentage passera. La question n'est pas de savoir si les défenseurs sont assez bons. La question est de savoir si l'attaquant peut générer un nombre et une variété de menaces capables de submerger même une bonne défense. Le 26 avril, l'Iran a répondu à cette question. Et la réaction de Washington à tout cela, c'est là que l'histoire devient véritablement historique, parce que les États-Unis n'ont pas riposté. Pas cette nuit-là. Pas dans les jours qui ont immédiatement suivi. À la place, il y a eu des groupes aéronavals repositionnés, des batteries THAAD supplémentaires transportées par avion, des appels urgents entre chefs d'État, et une déclaration de la Maison-Blanche ferme dans son langage et prudente dans ses engagements. Ce n'est pas de la faiblesse au sens conventionnel, c'est le comportement d'une superpuissance qui comprend quelque chose sur sa propre position qu'elle ne peut pas dire publiquement. L'Amérique de 2026 est militairement surexposée d'une manière qui n'a pas de précédent récent. Il y a des engagements profonds en Europe, des tensions persistantes dans le Pacifique, des obligations de dissuasion nucléaire dans la péninsule coréenne, et maintenant un défi direct au Moyen-Orient. Un défi venant d'un adversaire qui a passé 4 décennies à se préparer précisément pour le moment où l'hésitation américaine deviendrait stratégiquement utile. Une frappe de représailles contre l'Iran n'est pas une opération limitée. Les mandataires iraniens, du Liban au Yémen, en passant par l'Irak et la Syrie, s'activeraient simultanément. Le détroit d'Ormuz,
par lequel transite chaque jour environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole, deviendrait une zone de combat. Les prix du pétrole étaient déjà en hausse de 22% dans les premières 24 heures après la frappe de Haïfa. Ils atteindraient ensuite des niveaux capables de plonger les économies occidentales en récession en quelques semaines. Le calcul de l'escalade joue en faveur de l'Iran et à Washington, les gens qui comprennent les calculs militaires regardent ces chiffres très attentivement en ce moment. Pendant ce temps, à Pékin et à Moscou, des analystes observent quelque chose qu'ils attendaient de voir depuis des années. L'écart entre la rhétorique militaire américaine et l'action militaire américaine. Chaque fois que cet écart est visible, chaque fois qu'une ligne rouge est énoncée puis non appliquée, chaque fois que la superpuissance déclarée du monde calcule que le coût d'une action décisive est trop élevé, la crédibilité qui soutient l'ensemble de l'ordre sécuritaire mondial s'érode un peu plus. Pas complètement, pas de façon catastrophique en un seul moment. Mais l'érosion est cumulative. Et l'érosion qui a commencé en Irak, qui s'est approfondie en Afghanistan, qui s'est accélérée en Syrie, qui s'est tendue autour de l'Ukraine, a maintenant atteint un point où un pays soumis à des sanctions économiques maximales s'est senti assez confiant pour lancer 40 missiles balistiques contre un État doté de l'arme nucléaire et soutenu par les États-Unis en calculant correctement que la réponse serait mesurée. Que ce calcul ait été juste, voilà l'événement. Voilà le point d'inflexion historique, pas les missiles, pas le terminal pétrolier, le calcul et son exactitude. Permettez-moi d'être précis sur ce que cela signifie et ne signifie pas, parce que c'est ici que la clarté analytique compte le plus. Cela ne signifie pas que la puissance américaine est terminée. Les États-Unis demeurent la force militaire dominante du monde par une marge énorme. Leur marine à elle seule dépasse la puissance navale combinée des plusieurs nations suivantes. Leur arsenal nucléaire, leur capacité de renseignement, leur système de frappe de précision demeurent sans équivalent. Rien de tout cela n'a changé dans la nuit du 26 avril. Ce qui a changé, c'est le rapport coût-bénéfice perçu lorsqu'il s'agit de défier des intérêts appuyés par les États-Unis dans des théâtres précis et dans des circonstances précises. La leçon absorbée en ce moment par chaque puissance intermédiaire ayant des ambitions stratégiques n'est pas que l'Amérique est faible, la leçon c'est que l'Amérique est contrainte et qu'une puissance contrainte, même énorme, crée des marges de manœuvre. Des espaces où des acteurs plus petits peuvent agir avec moins de peur que l'ordre établi voudrait leur en inspirer. L'Iran a passé 4 décennies à construire la capacité d'exploiter exactement ces espaces. Le Gader n'est pas une arme pour gagner une guerre, c'est une arme pour briser la dissuasion. Elle n'est pas conçue pour vaincre les États-Unis dans une guerre générale, ce qui serait impossible, mais pour hausser le coût d'une intervention américaine à un niveau où la volonté politique intérieure de payer ce coût devient incertaine. Cette stratégie est maintenant validée, non pas théoriquement, mais empiriquement, dans les incendies qui brûlent encore au-dessus de Haïfa. La question qui suit est celle à laquelle personne, dans aucun gouvernement, ne répondra honnêtement en public. Où cette logique mène-t-elle ensuite ? Si le seuil de coût pour défier les garanties de sécurité appuyées par les États-Unis s'est manifestement déplacé, qui bouge ensuite ? Quel autre acteur, en observant ce qui s'est produit au-dessus de Haïfa, recalcule ce qu'il peut tenter? La réponse à cette question définira la forme de la prochaine décennie de l'ordre international. Et cette réponse est en train de s'écrire maintenant dans les conversations qui se déroulent en ce moment dans des capitales que vous ne voyez pas dans votre fil de nouvelles. L'histoire ne s'annonce pas elle-même. Elle ne tient pas une conférence de presse pour expliquer que l'ancien monde se termine et qu'un nouveau commence. Elle arrive sous la forme d'un événement précis, un terminal pétrolier en flammes, une interception ratée, une hésitation dans une salle de crise. Et ce n'est que plus tard que les gens regardent en arrière et identifient le moment où le poids du monde est passé d'un pied à l'autre. Nous sommes dans ce moment maintenant. Vous le regardez en temps réel, le feu au-dessus de Haïfa est à la fois un feu physique et un feu de signalisation. Et chaque gouvernement sur Terre lit sa fumée avec une attention urgente et effrayée. Ce qu'ils y lisent et ce qu'ils décideront dans les jours et les semaines qui suivent déterminera si c'est le début d'une transition maîtrisée vers un nouvel ordre mondial ou le début de quelque chose de beaucoup moins contrôlé. Cette question n'a pas encore de réponse, mais elle a une horloge et l'horloge tourne.
Cette histoire n'est pas terminée, elle vient à peine de commencer. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.